Alimentation et jeûne, voilà le sujet que je vais traiter dans les prochains instants. En fait, je l'ai choisi parce que au cours des derniers mois, j'ai fait des études sur l'alimentation. J'ai moi-même fait quelques petites expériences de jeûne intermittent et j'en suis venu à la conclusion que pour l'organisme biologique de l'être humain, son corps physique, eh bien, ce qui est le plus adapté pour lui, c'est faire face à des états de privation intermittente, dont notamment la pratique du jeûne, que la surabondance de nourriture. J'ai écouté plusieurs documentaires, j'ai vécu des expériences aussi personnelles, donc de jeûne intermittent, qui m'ont amené à en venir à ces conclusions-là. C'est sûr que par rapport à ces dernières, je ne vous demande pas de me croire, là, vérifiez par vous-même, là, comme toutes choses qui sont abordées dans mes enregistrements. L'optique de mes enregistrements, c'est que je vous expose des choses et par la suite, vous faites preuve de votre discernement et vous en disposez selon ce que vous ressentez comme étant réel ou non, là, bien entendu. Mais en ce qui me concerne, j'en suis venu à la conclusion, dans mes recherches et mes études, que l'être humain dans le passé, pendant des millénaires, n'a pas eu accès à une abondance de nourriture comme c'est le cas aujourd'hui. Si on pense entre autres au fast-food, au restaurant minute, au supermarché qui nous donne accès rapidement à une abondance de nourriture, ça remonte à quelques décennies. Il n'y avait pas ça il y a 2000 ans. Là. Donc, pendant des millénaires, l'être humain, en termes biologiques, a été un être qui a été confronté à des états de jeûne intermittent malgré lui. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas des gens dans le passé qui étaient des nomades et qui vivaient de la chasse et de la pêche, ces gens-là, c'est sûr qu'il y avait des journées où ils allaient à la chasse et ils attrapaient des animaux, donc ils mangeaient. Puis il y en a d'autres, il y avait moins de chance, donc à ce moment-là, ils ne s'alimentaient pas. Donc le corps s'est développé par des états d'intermittence où il est alimenté certaines journées, d'autres non. Donc, une journée que la chasse est bonne, le corps est très alimenté. L'autre journée, la chasse n'est pas bonne, il n'est pas alimenté. Et ça a eu cours pendant des siècles, là, pendant une longue période de temps. Et puis récemment, il arrive les fast-foods, l'abondance de nourriture. Et curieusement, on assiste à des problèmes d'obésité qui frappent notamment les pays occidentaux en parallèle, alors que c'est un phénomène récent, c'est un phénomène nouveau à cause notamment de la nourriture qui présente une grande quantité de sucre, de gras, de sel, d'agents de conservation, puis ça occasionne des problèmes de santé. Tranquillement, les gens en prennent conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est d'évaluer, entre autres, la pertinence à regarder ce qu'on faisait implicitement dans le passé. C'est-à-dire que, je devrais dire, ce que faisaient implicitement dans le passé les êtres humains, c'est-à-dire que malgré eux, ils pratiquaient le jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'il y a des journées qui vivaient de la chasse puis ils mangeaient, d'autres qui ne mangeaient pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui consciemment, on en entend parler de plus en plus sur Internet, vont pratiquer d'une manière volontaire le jeûne intermittent en s'appuyant sur le principe que l'organisme est davantage adapté pour vivre ça que de se gaver d'une nourriture abondante à tous les jours en trop grande quantité. D'ailleurs, la suralimentation est plus, selon mes recherches, dommageable pour le corps que de vivre des états de sous-alimentation. Dans le sens que ça amène une usure prématurée du corps biologique. Donc, ça, c'est des conclusions auxquelles j'en viens, en m'appuyant notamment, là, je vais faire un petit peu de lecture. J'avais, il y a plusieurs années, soit en décembre 2007, en fait, je ne sais pas c'est quand j'avais découvert ce numéro-là, là, mais il date de décembre 2007, la revue Vive sans vieillir, là, de la collection scientifique, que j'avais trouvé intéressante. Ce qui était question là-dedans, c'est qu'un des moyens de ralentir le vieillissement consiste à manger moins. Donc, si la personne mange moins, cela réduit les dommages sur l'ADN et les protéines des cellules, de ces cellules par les radicaux libres qui résultent de la conversion des nutriments en énergie. Donc, moins la personne mange et moins son organisme produit des radicaux libres étant le résultat du traitement de la nourriture par l'organisme. Les radicaux libres étant les produits secondaires et toxiques
issu de la conversion des nutriments en énergie. Donc là, je ferme quand j'ai fait référence au radical libre ici, c'est une citation de la revue Science et Vie, là. C'est qu'il faut comprendre que la cellule va se nourrir de la nourriture, mais plus qu'elle se nourrit implicitement, elle va produire des radicaux libres, qui est le déchet associé à ça, qui va dégrader l'organisme, un peu comme la rouille qui est produite sur une auto avec l'usure. Donc, plus que l'auto fonctionne, plus qu'elle s'use. Si on pense par exemple à l'usure des freins, et à ce moment-là, c'est un cercle vicieux. Fait que c'est sûr que si la personne mange moins que, par exemple, le signal de la faim, un peu moins, là, parce que si la personne mange trop en faible quantité, ben là, c'est sûr qu'elle peut développer des problèmes de santé, là, dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui va faire de l'anorexie, là, c'est problématique, là. Mais dans le fond, le point ici, c'était qu'il y avait notamment découvert que des peuples vieillissaient moins rapidement, c'est-à-dire l'organisme dégradait moins rapidement. Il était question dans la revue Science et Vie des Autochtones d'Okinawa qui vivent plus longtemps parce qu'ils ont l'habitude de s'arrêter de manger avant d'être rassasiés, ce qu'on appelle la restriction calorique, là. Donc, j'ai fait référence à une autre citation de la revue que je viens de lire en partie. C'est que si ces gens-là, en fait, ont développé l'habilité, selon la revue, d'arrêter de manger, même s'ils ont encore le signal de la faim. Parce qu'avant que le signal de la satiété de l'estomac vienne au cerveau, il y a un délai. Donc, si on commence à manger, puis il y a un délai de 15 à 20 minutes avant que notre organisme nous envoie le signal qui va venir de l'estomac comme de quoi qui est plein, bien à ce moment-là, on peut se mettre à manger trop d'une manière compulsive et rapide. Donc, c'est sûr que c'est intéressant là, de prendre ça en considération. Puis les gens de l'Okinawa, ben c'est ça, c'est un des peuples là, qui vont vivre les plus vieux. Puis ça a été des gens qui ont été soumis à des périodes entre autres sur le plan historique, de limitation alimentaire, de pénurie, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que de regarder que dans le passé, le corps a été programmé puis développé pour survivre dans des contextes de famine, de pénurie, de nourriture qui n'est pas là nécessairement tous les jours, est intéressant à prendre en considération. Donc, c'est sûr que aussi le surpoids occasionne des problèmes de santé. Donc, c'est sûr que ça soit, par exemple, par rapport au diabète, ça peut amener le développement de cancer, de différentes choses. D'ailleurs, j'ai écouté un documentaire, entre autres, où des singes avaient été nourris par du fast-food. Puis les singes, ben, ils développaient des problèmes de santé, là, comme les êtres humains, là. Que ce soit le diabète, problème de cholestérol et autres. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, c'est néfaste. Puis, pourquoi que je parle d'alimentation? Parce qu'il y a beaucoup de documentation qui circule présentement sur Internet à ce sujet-là. Puis moi-même, dans les dernières semaines, j'ai fait beaucoup de voyagements. Je me suis déplacé à travers le Québec, entre autres. Quand je me promène sur la route, ben souvent c'est des fast-foods. Puis les restaurants nous présentent souvent une alimentation qui est riche en sucre, qui est riche en gras. Fait que là, je regardais ça, puis de regard critique, je trouvais ça pas adapté. Tu sais, aller au restaurant manger des beignes, manger des pizzas, manger de la poutine, qui est le mets national des Québécois, là, avec des frites, du fromage et de la sauce brune. C'est pas adapté. Tu sais, je regarde ce que nous propose la société, les restaurants, les fast-foods. C'est pas adapté à notre mode de vie, surtout qu'aujourd'hui, on est moins actifs que nos ancêtres. La plupart des gens vont passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, à la différence de nos précurseurs. Donc, autrefois, c'était un mode de vie plus physique. Les gens qui s'occupaient, par exemple, de travailler sur des fermes, de couper des arbres en forêt, des bûcherons. Parce que si la personne passe ses journées devant l'ordinateur, de manger une nourriture très calorique, c'est pas adapté. En réalité, d'une manière optimale, la nourriture adaptée, ça serait manger de la nourriture, entre autres crue, le moins de modification possible. Dans ma compréhension, c'est de manger, par exemple, des brocolis biologiques, manger par la suite des piments, du céleri, varier les légumes aussi.
à manger des carottes avec de la carotine, c'est bon pour les yeux. Donc, des choses comme ça. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, ça me fait rire parce que il y avait une aréna au Québec. Et c'est sûr qu'ici, la particularité des gens au Québec, c'est qu'ils vont aimer aller assister à des matchs de hockey, de sport national, et aller manger en assistant à ces matchs-là de la nourriture habituellement assez grasse, comme la poutine auquel je faisais allusion, des hot dogs, des chiens chauds, par la suite de la pizza, donc du fast-food. Puis là, il y a un aréna qui avait décidé de servir aux gens à la cantine des bâtonnets là, par rapport à des carottes, du céleri. Puis là, la problématique, c'est que le projet, parce que j'ai écouté un reportage là-dessus, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que les gens n'ont pas embarqué, n'ont pas acheté ça à l'aréna, malheureusement. Puis là, ils se sont remis à manger de la poutine, mais ils ont essayé d'apporter un changement pour une alimentation plus saine. Mais en réalité, parce que j'ai voyagé parfois pendant plusieurs jours d'une manière consécutive, c'est ça, je m'amenais avec moi des noix, avec des sortes variées, des noix crues qui ne sont pas cuites, très important, sans sel ajouté aussi, pour ne pas augmenter inutilement la quantité de sodium qui peut amener par la suite à développer des problèmes de santé. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, bon, je mangeais mes noix, je buvais de l'eau, mais quand j'arrêtais au restaurant, ben, habituellement, c'était pas des bâtonnets de carottes là, qu'on sert, là. Et puis souvent, pour que la nourriture soit attractive, ben, il y a beaucoup de sucre qui est mis. Pourquoi? Parce que l'être humain est programmé pour aimer le goût du sucre. Dans la nature, historiquement, pendant les millénaires, le sucre, c'était quelque chose de rare. C'était pas quelque chose d'abondant. Puis comme l'être humain évolue dans un contexte de rareté de nourriture, c'était intelligent qu'il puisse prendre des calories en mangeant du sucre. Donc, de manger du sucre puis avoir un goût de sucre dans un contexte de rareté au niveau alimentaire, dans le passé, c'était intelligent, au même titre que ça ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'il y a une abondance de sucre. Fait que là, les gens, comme ils sont programmés à aimer le goût du sucre, ben, ils en mangent en trop grande quantité. Puis là, ça occasionne des problèmes de surpoids et autres. Ce qui fait qu'il faut développer une certaine vigilance au niveau de l'alimentation et de sa gestion. Mais quand que je regarde ça, en me promenant en voyage, la plupart des restaurants, c'est un jugement qui est sévère, mais la nourriture qu'on nous sert en général est inadaptée aux besoins réels. C'est sûr que la programmation du passé, au niveau biologique, que l'être humain a connu pendant des millénaires, elle ne changera pas en claquant des doigts, malheureusement. Donc, il faut faire fi du contexte actuel qui a changé très rapidement pour tenir compte de la programmation passée puis de s'y ajuster. Parce que si le contexte change puis on connaît une abondance de nourriture rapide qui n'est pas adaptée à nos besoins puis on se gaufre là-dedans, ben c'est là qu'on s'expose à développer des problèmes de santé en relation avec ça. Il faut tenir compte des antécédents de l'être humain. Puis en même temps, ben, les antécédents de l'être humain, c'est quand même intelligent et économique. Tu sais, quelqu'un qui pratique, par exemple, le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'il ne mange pas nécessairement à tous les repas ou nécessairement à tous les jours, ben, ça lui coûte moins cher d'alimentation. Puis cet argent-là, ben, il peut le réinvestir pour acheter, par exemple, des légumes ou des fruits biologiques qui vont habituellement coûter plus cher que les fruits habituels. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, puis mes études me ramènent à ça, qu'il faut tenir compte de la nature biologique et il faut être capable d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis changer ce qu'on peut changer. Donc, c'est sûr que si on ne peut pas changer la programmation biologique du corps, parce que présentement, le corps n'obéit pas nécessairement à notre volonté, en tout cas d'une manière totale, ben, il faut s'adapter à ce type de programmation-là pour s'alimenter en conséquence. Puis ça implique notamment à renoncer à manger des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour le corps physique, puis optimales, puis qui amènent les gens à être malades, puis à vieillir d'une manière prématurée, puis développer des problèmes de santé, de civilisation. Que ce soit la quantité de gens atteints du diabète en grande quantité aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres problèmes de santé, cancer aussi, associés à la mauvaise nutrition. En fait, c'est particulier parce que présentement, on a accès à une grande quantité de nourriture, mais de piètre qualité. Tandis qu'autrefois, dans la nature, il y a plusieurs décennies, il y avait moins d'accès à une grande quantité de nourriture par l'individu, mais elle était de meilleure qualité.
Donc, autrefois, la nourriture était toute biologique. Il n'y avait pas d'agents de conservation, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de produits chimiques qui étaient rajoutés à la nourriture. Donc, nos ancêtres mangeaient bio, sans l'avoir décidé. C'était malgré eux, c'était comme ça. Tandis que là, il y a une modification génétique, que ce soit des poulets là, qui sont élevés puis qui deviennent... J'ai écouté un documentaire là-dessus, là, c'était vraiment horrifiant. Là. C'est-à-dire qu'on prend un poulet qui a été modifié génétiquement depuis les années 40 et dans un délai de 6 semaines, ce poulet-là devient obèse et il est prêt là, pour aller à l'abattoir puis servir par la suite de viande là, pour des gens. Là. Donc, un poulet qui, en 6 semaines, développe un problème de surpoids qui peut amener à ce que les pattes sur lesquelles repose craquent et qu'il s'écroule par terre. Là. C'est vraiment horrible comme condition de vie. Sur le plan de la nature, là, un poulet comme ça, qui devient obèse dans un délai de 6 semaines, qui a été modifié et remodifié génétiquement pour produire rapidement de la viande en grande quantité, ça ne serait pas adapté. Là. Cette espèce-là, liée à la nature sans l'intervention de l'homme, ce ne serait pas quelque chose qu'on retrouverait, là, parce qu'elle serait trop fragilisée. D'ailleurs, les animaux d'élevage, dans plusieurs cas, sont tellement fragilisés qu'ils doivent être exposés massivement et prendre une grande quantité d'antibiotiques. Parce qu'à ce moment-là, ils deviennent plus faibles par rapport à des virus, des bactéries, et ainsi de suite. D'ailleurs, dans un documentaire que j'écoutais, il était question que la plupart des antibiotiques qui sont produits aujourd'hui et consommés en fait aux États-Unis vont non pas aux êtres humains, mais aux animaux d'élevage, que ce soit les porcs, les poulets, les vaches, et ainsi de suite. Parce que c'est sûr que si, par exemple, il y a un troupeau, prenons par exemple un troupeau de poulets, puis il y a une bactérie qui s'attaque à un spécimen, mais tous les autres qui sont à proximité risquent d'être contaminés. Surtout que s'ils sont dans un contexte où ils sont tous proches puis n'ont pas beaucoup de place pour bouger. Parce que si le poulet bouge moins, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il engraisse plus vite parce qu'il dépense moins l'énergie. Puis là, c'est sûr que ça amène l'être humain à interférer sur l'état naturel de vie du poulet, puis son développement, puis l'accélérer. Mais ça ne respecte pas les lois de la nature, puis à quelque part, ça crée du déséquilibre et du désordre. Fait que c'est sûr que sous la contrainte de la société marchande qui veut produire une grande quantité de poulets, il crée des lieux d'élevage de poulets qui ressemblent un peu à des camps de concentration où tous les poulets sont cordés un à côté de l'autre en grande quantité pour pas qu'ils bougent beaucoup. Puis par la suite, on va réduire les heures d'éclairage parce que les poulets ont tendance à être plus actifs lorsque de la lumière. Ben, tu coupes la lumière du jour, puis tu as réduit au minimum, puis par la suite, tu les empêches de bouger, puis tu mets la nourriture à la portée d'eux autres pour qu'ils engraissent le plus rapidement possible. Ben, ça fait des conditions qui vont fragiliser chacun des poulets puis des spécimens. Donc, c'est sûr que c'est à prendre en considération. Ben, c'est sûr que mes études sur l'alimentation m'amènent à réaliser qu'à quelque part, ce qu'on nous offre la société en termes d'alimentation en général est totalement dénaturé par rapport aux besoins réels de l'être humain. Il y a un déphasage, puis un jour, il y aura un contre-coup par rapport à ça pour qu'il y ait un ordre, une harmonie, une cohérence qui soit rétablie parce qu'on ne peut pas continuer comme ça en tant que civilisation. C'est sûr qu'il y a des documentaires là, pour dénoncer tout ça. Il y a des gens qui sur Internet font la promotion notamment du jeûne intermittent, les bienfaits en général du jeûne, de l'alimentation biologique, l'alimentation crudivore, du végétarisme et du végétalisme aussi. Puis de la philosophie de moins c'est transformé, mieux c'est. C'est intéressant à prendre en considération. C'est sûr que moi, au fil des derniers mois, j'ai eu à ajuster mon alimentation, puis c'est pas encore fini. Mais ça demande de la volonté parce que quand que je regarde ça, la société nous ramène à des restaurants ou à des individus qui vont consommer de la nourriture qui n'est pas nécessairement appropriée, dans le sens que si, par exemple, je vais à une fête d'amis et que les gens décident d'aller à un fast-food, ben, soit que je mange comme eux ou j'essaie de prendre ce qui est moins dommageable au fast-food. Donc, c'est des choix de vie où je reste chez nous à manger mes petites carottes crues avec mes céleris. il y a des choix de vie, il y a des choix de civilisation. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement... De toute façon, moi, mon but, c'est pas d'imposer mes changements que je vis à personne. Là. C'est juste de partager ce que je vis, puis les gens, s'ils veulent changer leur alimentation, qu'ils changent, puis s'ils veulent pas, ben qu'ils ne changent pas. Ça leur appartient. Là. Moi, je m'en fous.
Mais ultimement, j'essaie d'étudier qu'est-ce qui favorise la santé au niveau alimentaire. Puis je réalise que c'est pas nécessairement dans quoi qu'on baigne puis dans quoi qu'on est exposé. Ce qui fait que de vouloir, dans le fond, développer une alimentation qui est saine, c'est un peu comme un parcours d'un combattant. Ça demande beaucoup d'identité, d'individualité, d'être capable de vivre à quelque part en marge de la société, qui va consommer des choses qui ne sont pas nécessairement saines, puis après ça, on est surpris d'entendre les statistiques à l'effet que la quantité, par exemple, de jeunes obèses a tendance à toujours augmenter. Les problèmes de santé chroniques auxquels on est confronté en Occident sont galopants, et ainsi de suite. On est tous surpris de ça, mais en réalité, on a juste à regarder qu'est-ce qu'on mange, puis on réaliserait qu'à quelque part, notre civilisation, notre mode de vie, puis le capitalisme qui amène toujours à garder les gens dépendants au sucre, parce que le lobby du sucre, hein, plus la personne prend du sucre, plus qu'elle a le goût de prendre du sucre, c'est un peu comme une drogue, fait en sorte que ce mode-là de consommation est favorisé, puis on veut qu'il y ait une croissance économique, donc les gens consomment de plus en plus, puis plus qu'ils consomment, bien, plus que à ce moment-là, ça crée du stockage de graisse, puis ça crée des problèmes de surpoids. Mais c'est bon pour l'économie, pour la vente, puis par la suite, ben, ça crée des emplois, dans le sens qu'il y a des gens qui vont donner des entraîneurs pour compenser la situation de surpoids, puis de remettre en forme des gens, puis de modifier leur alimentation, ça va faire des diététiciens, ainsi de suite, pour compenser. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il faut que la société arrête de compenser par rapport à ça, puis qu'il y ait des modes de vie plus sains. Mais ça viendra avec le temps. C'est sûr que quand les gens ont saturé du fast-food, ben, ils passeront tout simplement à autre chose, s'ils ont en passé à autre chose, tout simplement. Moi, je fais mes constatations puis observations, puis c'est sûr que quand que je voyage, entre autres, pendant plusieurs heures de route où je suis assis, je ne vais pas prendre 3 repas par jour puis qui vont me surcharger, puis d'aller à des fast-food pour manger des beignes puis de la pizza. Je vais manger léger. Si je ne bouge pas beaucoup, je ne dépense pas beaucoup d'énergie. Donc, pour pas que les calories s'accumulent, je mange léger. Pour moi, c'est logique, ça fait sens, c'est évident. Ou des fois, je saute des repas. Si je passe plusieurs heures en route, pourquoi déjeuner, ensuite dîner, puis souper? Je peux sauter le dîner ou manger léger, puis je vais me sentir correct aussi. D'ailleurs, la surcharge de calories, ça rend plus faible. Tu as moins d'énergie pour t'entraîner par la suite. En tout cas, c'est mes observations. Puis récemment, j'ai été au restaurant avec ma mère pour lui faire plaisir. Puis c'était très calorique, puis c'était très gras. Puis c'était correct. C'était une occasion pour sortir de ma routine. Puis par la suite, ben, c'est sûr que je regardais ça. J'ai dit, ça m'a coûté quand même assez cher. C'était un beau restaurant, un restaurant luxueux. Puis dans le fond, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie pour m'entraîner, tandis que manger des légumes, puis manger essentiellement des fruits ou des noix ou des trucs végétariens, ça me coûte moins cher, puis j'ai plus d'énergie. Qu'est-ce qui est le plus intelligent? Dépenser beaucoup d'argent, puis par la suite être amorphe parce qu'on est surchargé de nourriture, pour un repas luxueux au restaurant avec un beau dessert, là, ou manger moins, puis avoir plus d'énergie, puis ça me coûte moins cher. Des questions qu'il faut se poser, là. Parce que c'est pas vrai que ce qui est meilleur pour la santé va coûter plus cher. Ça n'a aucun rapport. Il y a des choses qui ne coûtent pas cher, comme manger des lentilles. C'est un prix plus abordable que de manger du steak. Pourtant, ben, ça demande moins d'énergie, en tout cas en ce qui me concerne, pour la digestion. Puis par la suite, j'ai plus d'énergie pour m'entraîner. Donc, ça me donne plus de résultats, puis ça me coûte moins cher. Fait qu'il y a des choses comme ça à prendre en considération, à mon avis, dans le rapport à l'alimentation. Donc, c'est sur ces considérations que je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.